Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie à l'usage des classes de terminale et du supérieur. Attention, ces vidéos ne sont pas faites pour être copiées telles quelles, mais plutôt pour servir et donner des exemples, mais aussi une argumentation qui vous permettra de penser par vous-même. Le sujet d'aujourd'hui concerne la philosophie politique. Peut-on imposer la démocratie par la force ? À partir des années 2010, devant le désastre de ce qui s'est passé en Irak, à savoir le projet de George Bush aux États-Unis de virer, on pourrait dire, Saddam Hussein, donc le tyran irakien, pour instaurer la démocratie et ensuite que ça fasse boule de neige dans toutes les régions adjacentes, et bien devant le désastre, plusieurs intellectuels se mirent à enseigner en disant « De toute façon, on ne peut pas imposer la démocratie par la force, puisque par définition, la démocratie, c'est le choix des citoyens. » C'est donc un sujet qui est d'actualité, on peut le dire, en cette année 2015, mais qui, on va le voir, a une profondeur bien plus grande. En effet, le domaine de l'histoire qui implique la sociologie humaine, et donc fondamentalement la psychologie humaine, puisque la sociologie n'est que la somme de ce que font les individus, les familles, etc. Eh bien, l'histoire doit être regardée dans son ensemble. Pour répondre à une telle question, on ne peut pas se contenter d'un événement comme cela. Il faut voir si, historiquement, on a pu, ici ou là, instaurer la démocratie par la force. Donc, le fondement expérimental sera le même que celui que se donnait Aristote, à savoir l'observation de l'histoire, tout simplement. Il y aura donc deux parties. Première partie, les cas où véritablement il y a eu échec. Et deuxième partie, une recherche. Est-ce que parfois il y a eu tout de même des réussites dans l'usage de la force pour imposer la démocratie? Enfin, en troisième partie, appuyée là-dessus, eh bien, il faudra chercher la vérité. Donc, dans cette première partie, je voudrais aborder les échecs, évidemment. Il ne faut pas aller bien loin pour les constater. On peut dire que le XXIe siècle, tout simplement, l'histoire contemporaine manifeste la vérité, à savoir qu'on ne peut pas, comme cela, ça ne se fait pas facilement, imposer la démocratie. Toutes les tentatives qui ont été faites dans les pays du Moyen-Orient qui sont en crise et qui sont peuplés d'une population principalement musulmane, toutes les tentatives ont échoué. L'idée partait d'un bon sentiment. Tous ces pays étaient quasiment dominés par des tyrans sanguinaires, qui non seulement tenaient sous une coupe de fer leur propre peuple et le massacraient, mais qui exportaient de plus en plus à l'extérieur et dans les pays occidentaux la terreur. On peut prendre plusieurs exemples. L'exemple de Saddam Hussein, mais l'exemple aussi de Kadhafi, président de la Libye, qui, dans les années 80, avait été jusqu'à faire exploser plusieurs avions occidentaux, mais qui avait son peuple derrière lui, en tout cas en apparence. Et je voudrais prendre ici, justement, l'exemple moins connu de la Libye, puisque celui de l'Irak est central et donc bien connu. Kadhafi, donc, est un homme qui annonce, à un moment donné, avant les printemps arabes, vouloir sortir du terrorisme. Et pour cela, eh bien, les pays occidentaux lui en sont reconnaissants. Seulement, il demande quelques cadeaux en reconnaissance. En particulier d'être reçu dans les pays occidentaux, la France, l'Angleterre, ceux qui, par le passé, justement, il a atteint cruellement en faisant sauter par exemple l'avion au-dessus de Lockerbie. Le président Sarkozy est au pouvoir et il accepte. Alors on verra Kadhafi installé au centre de Paris sa tente, avec des bédouins autour et des sortes d'Amazones, c'est-à-dire des femmes qui le suivent. Et on sait très bien que c'est un homme qui, parfois, les viole. Ce sera ressenti en France comme une humiliation publique, et la ministre des Droits de l'Homme protestera, mais restera au gouvernement, parce qu'elle n'a pas tort. Et puis, Kadhafi reviendra dans son pays. Voilà que les printemps arabes commencent. À l'origine, c'est la Tunisie, lorsque un vendeur à la sauvette, et s'étant vu confisquer ses étalages, se suicide. Et ça fait boule de neige dans tous les pays. Et voilà que la France, l'Angleterre, les États-Unis découvrent qu'en fait la population de Libye, alors qu'elle
qu'elle la croyait entièrement en admiration devant son leader. La population de Libye ne l'est pas, qu'elle manifeste pour qu'il parte. En réalité, la population étant tenue par une main de fer, elle ne pouvait pas parler. Et donc, quand des gens l'acclamaient dans la rue, c'était souvent soit ses clients, donc ceux qu'il payait, soit parce que sans ça, on était arrêté par les services secrets. Du coup, tous les souvenirs du terrorisme passé remontent. Et surtout, à un moment donné, quand il dit « La ville de Benghazi, je vais la détruire. C'est là que sont les manifestations les plus féroces. C'est là que je vais la détruire. Le sang coulera dans les rues. » Alors, tout de suite, les peuples occidentaux, qui sortent 70 ans plus tôt des grands génocides, relèvent, je dirais, le bouclier de la vertu. Et donc, ils décident, parce que c'est possible, parce que Kadhafi est lâché par son peuple, d'aider son peuple à se relever. On trouve par là des gens qui manifestaient et qui se révèlent être, aux yeux de l'Occident, des démocrates. Sarkozy les reconnaît ce comité de résistance démocratique. Ce sont des gens qui, évidemment, n'ont aucune expérience politique, qui ont simplement manifesté comme ça, parce que c'était leur opinion, qui n'ont aucun support dans le pays. Mais peu importe, il s'agit d'imposer maintenant la démocratie et de s'en servir, de se servir de la force armée pour le faire. Alors on sait comment les manœuvres autorisent la France, l'Angleterre, à protéger Benghazi contre l'armée de Kadhafi qui s'approche. Comment dans le désert c'est facile, donc les bombardements de haut, etc., sans risque. Les gouvernements occidentaux travaillent autour du futur gouvernement démocratique. Et, à un moment donné, Kadhafi, qui est de plus en plus faible, qui a de moins en moins d'appui, est tué dans une escarmouche particulière, à savoir que son convoi est attaqué par un avion français. Du coup, tout le monde se débande, lui s'enfuit de son propre 4x4, il est rattrapé par des rebelles et il est exécuté. Ainsi, la main de fer du tyran part. Et on peut dire que Nicolas Sarkozy vient en Libye, acclamé par la foule, pour recueillir les lauriers de cette grande victoire militaire sur un tyran qui n'a fait que payer les crimes qu'il avait faits par le passé. Le gouvernement démocratique est donc mis en place, et ce qui devait se passer se passe. Aussitôt, des forces multiples, qui étaient tenues par la main de Kadhafi, se déchaînent dans tous les sens. Des rebelles qui s'étaient armés avec ce qui avait été pillé dans les stocks d'armes, se mettent à se battre entre eux. Et qui dominera? Eh bien, évidemment, c'est toujours pareil. C'est comme une loi de la sélection naturelle qui se passe, au point que le plus cruel, le plus assassin, et donc le djihadisme violent, celui qui est sans scrupules, qui décapite ses adversaires, finit par prendre de plus en plus de place dans ce pays. Est-ce que c'est la démocratie qui a donc gagné par le fait que, par la force, on a voulu la proposer, je dirais l'imposer à ce peuple? Non, pas du tout. C'est pire, sans doute, que Kadhafi. Parce que ce sont des guerriers conquérants qui n'ont qu'un seul but au monde, réaliser des prophéties apocalyptiques, quitte à en mourir, pour établir l'islam sur le monde entier. Cette leçon et celle de l'Irak, eh bien, finira par être retenue, mais pas tout de suite. Ça veut dire que l'idée que on peut imposer à ces peuples la démocratie par la force demeurera jusqu'en 2015 auprès de la Syrie. Et il faudra qu'il y ait un terrible attentat en France à la mitraillette, au Bataclan, qui fera 130 morts sur Paris, pour que, enfin, le président français suivant renonce à cette théorie et admette qu'il vaut mieux un tyran qu'on connaît qu'une anarchie qu'on ne connaîtra pas. Et dont les monstres, à savoir le djihadisme sauvage, sera sans doute pire qu'un tyran qui massacre son peuple, mais, entre guillemets, de manière cachée. Donc, de cette expérience sortira le dogme répété sans cesse par les journalistes: on n'impose jamais la démocratie par la force. Et comme je l'ai dit en introduction, ça se comprend, puisque la démocratie c'est le vote de tout le monde. Et donc celui qui a la majorité, 51% des voix, gagne et prend le pouvoir. Évidemment, si un peuple ne veut pas de ça parce qu'il a autre chose en tête, comme par exemple la loi de Dieu à travers le Coran qui doit régner et non pas la loi du peuple, eh bien, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, on peut dire que cette deuxième partie qui serait comme l'opposé, n'a aucune raison d'être soulevée. On n'impose jamais la démocratie par la force, et c'est tout.
C'est intuitif puisque la démocratie, c'est justement la liberté de chacun qui se soumet à l'autorité des lois. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, il faut regarder l'histoire. En fait, lorsqu'on regarde l'histoire, on s'aperçoit que on la connaît mal, bien mal. Et que 2 fois dans l'histoire, mais très récemment, 2 fois dans l'histoire, la démocratie et l'une des démocraties les plus solides a été imposée par la force des armes, par l'écrasement militaire d'États tyranniques. Il ne faut pas aller chercher bien loin. Il suffit de regarder le XXe siècle avec l'Allemagne nazie et d'autre part le Japon impérial. Ce sont des pays qui, dans les années 30, sont pris en main par les personnes les plus sans scrupules, qui n'ont comme but que la gloire de leur État respectif et la conquête auprès de peuples qui doivent être écrasés, mis en esclavage, éliminés, pour ce qui est d'Adolf Hitler, et même, on peut le dire, pour l'armée japonaise. Il est évidemment inconcevable de penser par soi-même dans l'Allemagne nazie. Et je dirais que la première action de Hitler, quand il prend le pouvoir, en rusant à travers une démocratie, la République de Weimar, qu'il arrive à contourner, eh bien, c'est d'éliminer les partis, d'éliminer les opposants. Et l'un des arguments d'Hitler, justement, consiste à dire « On nous a imposé une république par la force des armes et la trahison des diplomates juifs en particulier. La République de Weimar, pour lui, c'est la pire des falsifications de l'histoire. Parce que des vainqueurs, ayant humilié l'Allemagne, lui ont imposé ces conditions. Et donc il n'en veut pas. Et il l'a fait sauter. Et pourtant, il l'a fait sauter sans avoir la majorité, mais en ayant tout de même au moins 1/3 des voix de l'Allemagne qui le suit. On sait qu'il va produire ces horreurs, et évidemment, le peuple allemand est au minimum passif, mais en fait, il est souvent apeuré. Et il faudra un écrasement militaire total, aussi bien du Japon que de l'Allemagne, pour que ce système s'en aille. Ils ne veulent pas se rendre. La caractéristique de ces 2 tyrannies, c'est que jusqu'au bout, jusqu'au dernier soldat vivant, ils veulent se battre. Hitler se suicide en 1945 pour que justement, parce qu'il devine que c'est lui qui porte toute l'unité du pays, pour que justement il ne survive personne. Et il envoie même à la fin des jeunes de 15 ans, des Hitlerjungen, pour se battre contre des chars russes, alors que c'est perdu. Mais l'Allemagne n'a pas été digne de lui, donc elle doit disparaître. Les villes allemandes seront ravagées. Il y aura même le bombardement de Dresde, qui est finalement un peu comme une bombe atomique sur une ville ouverte, avec des milliers d'enfants qui sont tués. C'était une ville où ils se réfugiaient. Il y aura enfin la prise de Berlin, qui est en ruine. Pas une maison n'a son toit, on peut le dire. Pour le Japon, de manière analogue, l'écrasement total sera fait même par le symbole de leur drapeau, par le soleil, l'énergie du soleil. Et là, à ce moment-là, on peut dire que devant l'évidence de la perte de tout espoir politique, ces 2 pays se rendent complètement. Et après, regarde les dégâts autour d'eux. Il n'y a plus d'espoir politique. On est très différent d'en 1918 pour l'Allemagne, qui n'a jamais connu les combats sur son territoire. On peut dire que la force s'est imposée jusqu'au bout, jusqu'à la douleur totale, au viol des femmes par les armées soviétiques, etc. Eh bien, dans ces 2 pays, par la force, par le fait d'avoir bu jusqu'au bout la coupe du malheur, va naître des démocraties extrêmement solides. Au point que ces peuples ne voudront plus jamais de la guerre, plus jamais. Et que, avec zèle, quelques années plus tard, ils se rapprocheront des anciens ennemis, l'Allemagne, pour faire la communauté européenne avec la France de De Gaulle. Cependant, ce qu'on remarque, c'est que si la force a été utilisée, elle a été utilisée jusqu'au bout, au point qu'il n'y a plus d'espoir de se relever du côté de la soif de conquérir le monde. Voilà ce qu'on pourrait dire. Alors, dans cette 3e partie, il faut maintenant chercher la vérité. Eh bien, on le voit tout de suite. Dire qu'on n'impose jamais la démocratie par la force, c'est un dogme qui se révèle faux, manifestement. Et je dirais que, en politique, un dogme est rarement vrai. C'est d'ailleurs pareil en psychologie. Dire que toutes les femmes aiment les enfants, c'est un dogme qui est faux. Ce qui est vrai, c'est de dire que la plupart des femmes se dévoueront plus que tout pour leurs enfants, mais certainement pas toutes. Et bien de la même façon,
en histoire, c'est à cause d'une méconnaissance de l'histoire, mais d'une méconnaissance inexcusable, parce que depuis, on pourrait dire 50 ans, 60 ans, la seule histoire qui est rappelée, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans les pays occidentaux blessés par ce passé. Comment se fit-il donc que George Bush décide d'imposer la démocratie à ces pays comme l'Irak, etc. Eh bien parce que lui, il se rappelle de l'histoire américaine. Il se rappelle que la démocratie, par sa puissance de liberté qui correspond à la nature humaine, a pu s'imposer à des peuples. Et l'Amérique en sait quelque chose, puisque c'est elle qui l'a imposée, dans les deux cas. Donc, quelle est l'erreur, à l'inverse, de George Bush? Eh bien, c'est de croire qu'on peut toujours imposer la démocratie par la force, et que, après avoir utilisé la force, la séduction des valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité, suffira à convaincre les peuples. C'est une erreur absolue. Il oublie que ça ne s'est fait en Allemagne, ça ne s'est fait donc que parce que, justement, ce pays avait connu le malheur absolu. Mais qu'en 1918, ayant gardé l'espoir d'une revanche, l'espoir de la fierté nationale, eh bien, ça ne marcha pas. De la même façon, pour des peuples arabes humiliés depuis des siècles, qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'établir devant le monde entier le fait qu'ils sont la meilleure des communautés, comme le dit leur prophète. Eh bien, pour des peuples arabes, penser comme ça, les séduire par des valeurs occidentales qui, par définition, sont viscéralement dans leur mépris, c'était une folie. De cette étude philosophique, on peut déduire ceci. Eh bien que dans l'homme, rien n'est certain. Affirmer que rien ne se produira, c'est une folie. Avoir un dogme en histoire est une folie. Il y a des lois générales, mais l'histoire est le domaine particulier de l'homme dans sa diversité, dans sa complexité. Et donc la seule façon de regarder l'histoire, c'est de le faire avec prudence. La prudence n'étant pas, je dirais, une peur, mais plutôt l'intelligence qui analyse toutes les circonstances, toutes les données d'un problème, qui regarde ce qui s'est passé par le passé et qui en déduit une conséquence. En conclusion, je voudrais faire évidemment de la prospective. Y a-t-il eu dans l'histoire d'autres moments où la démocratie a été instaurée par la force ? Je dirais oui, et ça s'est fait quelquefois beaucoup moins violemment. On pense à l'époque napoléonienne qui, en conquérant des pays dans l'Europe entière, mais avec une loi de la guerre, des lois de l'honneur, on ne fait pas n'importe quoi, on ne martyrise pas les gens, sauf en Espagne, eh bien, a enthousiasmé effectivement les peuples européens. Seulement, c'était des peuples européens, donc de culture chrétienne. En ce qui concerne les peuples de culture musulmane, est-ce à dire qu'il faudra, un jour, tôt ou tard, qu'ils connaissent le goût de la coupe, de l'échec politique, pour ne plus espérer dominer le monde? Eh bien, c'est à chacun de faire son analyse. Et tout le combat des années à venir sera d'espérer que cela se fera comme en Tunisie, où véritablement l'enthousiasme pour une démocratie musulmane est là, et que ça ne se fera pas comme en Libye. Seulement, on ne peut que prévoir avec prudence. Ce ne sont pas les mêmes peuples, ce n'est pas la même culture en Libye et en Tunisie. En Tunisie, c'est un peuple extrêmement cultivé. En Libye, c'est un peuple encore adonné à des pensées plus frustres, plus, je dirais, dialectiques, plus manichéennes, où il y a d'un côté le bien, à savoir soi, et puis de l'autre côté le mal absolu, à savoir l'autre, l'occidental, le croisé, etc. C'est pas si simple.